Travailler avec quand même pas mal de boîtes crypto pour les aider à lever des fonds. Mais les boîtes crypto, ouais, nous aiment bien parce que généralement, les boîtes crypto, c'est des boîtes qui adorent avoir plein d'angels. Donc déjà de base, philosophiquement, voilà, on a une proposition de valeur qui résonne chez eux. Et deuxièmement, comme on est on-chain et que ça se sait, oui, nous, on a tous les flows pour investir en stablecoin. Tu peux voir tes positions dans ton wallet, etc. Enfin, si tu es en crypto, on est la solution la plus crypto-friendly qui existe quand il s'agit de faire des investissements. Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Cryptost. Cette semaine, on va parler de SPV, on va parler de la régulation américaine avec Thibaut Favre qui est le CEO de Fairmint. Salut Thibaut. Hello, bonjour tout le monde. Alors Thibaut, déjà pour commencer, est-ce que tu peux expliquer Fairmint et après on va tout de suite enchaîner sur des questions. Ouais, écoute, avec plaisir. Donc déjà, je suis CEO, mais on est deux CEO à Fairmint, c'est assez Ok. rare, mais on est co-CEO Ouais. avec mon ami depuis de longue date maintenant, Joris Delanoux. Donc, voilà, je voulais juste le préciser. Et donc ouais, Fairmint, en fait, c'est relativement simple. Ce qu'on fait, c'est on fournit aux founders la manière la plus simple d'onboarder autant d'investisseurs qu'ils veulent. C'est-à-dire que si tu es founder et tu te dis, voilà, tu veux onboarder ta communauté, tu veux faire un angel round avec tes friends, family, ou tu fais ta série Z et dans ta série Z, tu as une allocation pour angels. Généralement, c'est là que les founders viennent nous voir parce qu'en fait, on fournit une solution complètement intégrée qui va de bout en bout gérer et t'enlever tous les maux de tête. Donc, on va te sauver du temps, on va te sauver de l'argent. Donc, grosso modo, concrètement, si toi, tu vas investir sur Fairmint, en fait, je vais t'envoyer un lien. Donc, je vais aller sur Fairmint, je vais créer un lien. Je vais dire, je vais faire un lien pour Gary. Je te l'envoie. Et après, moi, j'ai plus rien à faire. C'est toi qui vas être onboardé. Donc, tu as toute la compliance, l'exécution des contrats, le funding, etc. Tout ça, c'est géré. Et à un moment, sur mon Slack, je vais voir Gary Beneza has invested $10,000. Ok. Et derrière, on va jusqu'à automatiquement updater ta cap table. Donc, vraiment de bout en bout, quoi. Le but, c'est que tu prennes un investisseur ou 100, tu n'auras pas d'overhead supplémentaire. Alors Captable, pour redéfinir le terme, c'est la liste de tous les investisseurs. Et je parlais de SPV, SPV c'est Special Purpose Vehicle d'ailleurs. C'est ce qu'on fait de façon traditionnelle, notamment en France, pour grouper des investisseurs pour faire un gros investissement. C'est en général ce qui est recommandé. Alors vous, est-ce que vous faites des SPV d'ailleurs ou pas du tout? C'est quoi votre méthode? Parce que pour rappel, donc toi, tu es aux États-Unis, la réglementation est peut-être un peu différente. Donc Ouais. après, j'imagine que vous proposez un schéma qui s'adapte Alors, à, donc ouais, à la... déjà c'est bien, oui, effectivement, il faut définir le terme cap table. Donc la cap table, comment on dit ça en français? La source of truth. C'est la source qui dit qui a quoi dans la boîte. D'accord. Mhm. Il y a une boîte, qui a quel ownership dans la boîte. Donc c'est ça une cap table. Et donc ouais, nous, alors on sait faire des SPV, mais en fait la principale solution que les founders utilisent, c'est justement nous on offre le même bénéfice aux fondateurs que s'ils créent un SPV, mais sans avoir à créer le SPV. C'est-à-dire que le SPV, il faut bien voir que quand on dit, ça veut dire quoi créer un SPV? Ça veut dire, voilà, imagine j'ai 100 investisseurs et j'ai pas envie de m'embêter, j'ai envie qu'il y ait une ligne sur ma cap table et que ces investisseurs ils soient dans un coin quelque part, tous groupés. Je vais créer une entité, donc je crée une nouvelle entité légale, d'accord? Donc il faut que je la crée, va falloir que je fasse la compta, faut que je fasse le légal, etc. Faut que je paye les avocats, enfin c'est relativement cher, d'accord? Ensuite, cette entité, je vais demander aux investisseurs, allez, venez mettre de l'argent dans cette entité, parce que cette entité, ensuite, c'est elle qui va investir dans la boîte. D'accord? Et donc, il faut que je collecte l'argent des investisseurs, et puis à un moment, il va falloir que je dise, allez, stop, on arrête. Donc, ça y est, disons que j'ai pas réussi à avoir 100 investisseurs, j'ai réussi à avoir 80 investisseurs. Ils ont mis, disons, 100 000 euros dans le SPV. Je clôt il n'y a plus d'investisseurs qui rentrent et là tout d'un coup je vais faire l'investissement, le SPV, donc cette entité légale va investir dans la boîte cible et donc c'est ça le process de créer un SPV. C'est compliqué, ça demande justement de créer une boîte. Le seul intérêt vraiment de créer un SPV, c'est de permettre, disons que toi Gary tu crées un SPV, et en fait si c'est toi qui es en charge de créer ce SPV et de rameuter tous les investisseurs pour qu'ils viennent investir, etc. Ça te demande du temps, d'accord? Mhm. Ça va sauver du temps aux fondateurs et donc tu vas vouloir être rémunéré pour ça. Et ta rémunération, elle va être, tu vas prendre ce qu'on appelle du carry sur l'investissement. C'est-à-dire que, disons que tu investis, le SPV il investit 100 000 euros et qu'à la fin la boîte se vend et que dans le SPV, les 100 000 deviennent 1 million d'euros.
et ben toi, tu vas pouvoir prendre un pourcentage de cette performance à toi, à toi tout seul, parce que c'est toi qui as fait l'effort d'aller chercher les investisseurs, de les rameuter et de gérer toute cette complexité. Donc, je dirais le seul intérêt de créer cette entité légale, c'est pour cet investisseur, donc toi dans mon exemple, d'avoir du carry et voilà. Nous, ce qu'on permet, c'est en fait on permet au fondateur, parce que généralement dans nos cas c'est ça, c'est le fondateur, il voit 100 investisseurs qui veulent investir, il n'a pas besoin de demander à quelqu'un de s'occuper de rameuter tout le monde. Il dit non mais moi je veux juste les onboarder facilement. Donc il n'y a pas de notion de carry. Et donc comme il n'y a pas de notion de carry, nous on va permettre justement au fondateur d'avoir les mêmes bénéfices que s'il avait un SPV, mais sans avoir à créer le SPV. Ce qui veut dire que t'as pas d'entité légale à créer, donc t'as pas les coûts de l'entité légale à couvrir. Ça veut dire aussi que tu peux top up, donc tu peux avoir de nouveaux investisseurs qui viennent quand tu veux. T'es pas obligé de dire hey, les gars, il faut absolument investir avant la fin mars, parce qu'après là, dès que tu vois un investisseur, tu peux l'onboarder et le faire investir. Ça veut dire aussi que l'argent il arrive directement dans ta banque, parce que t'as pas l'argent qui va d'abord dans l'entité légale et à la fin l'entité légale qui investit. Là, l'investisseur, il arrive et hop, il va mettre l'argent directement dans ta banque. Tu vas toucher les fonds tout de suite. Et ça, en fait, on est capable de le faire parce que nous, aux US, on est régulé, on a un statut spécial qui est le statut de transfer agent. Donc, transfer agent, c'est régulé par la SEC. Et en fait, ce statut nous permet administrativement de représenter en fait des investisseurs sur la cap table de nos clients. Donc voilà. Et donc ça veut dire que du point de vue du fondateur, sa cap table elle est propre. Il a onboardé tous les gens qui veulent. Tous les investisseurs aussi, pareil, ils ont délégué leur droit de gouvernance au fondateur. C'est-à-dire que le fondateur, demain, s'il y a une série Z, s'il y a quoi qui se passe, il n'a pas besoin, s'il y a un des investisseurs qui est en train de skier à Val d'Isère, il n'a pas besoin d'aller à Val d'Isère pour récupérer la signature. D'accord ? Ça, c'est la hantise des fondateurs. C'est-à-dire, les fondateurs, ils aiment bien avoir plein d'investisseurs, mais ils se disent oulala, mais dans quoi je vais me fourrer, parce que effectivement demain si je dois aller collecter les signatures de tout le monde, ça va être un enfer. Donc nous tout ça on prépare, on a tout le légal qu'il faut pour que demain les investisseurs en fait ils ont de l'upside financier, c'est-à-dire que ils ont que des droits financiers, ils n'ont pas de droit de gouvernance grosso modo. C'est-à-dire que tu viens, tu vas avoir le droit, si la boîte elle cartonne, tu vas faire une bonne affaire. Mais par contre, viens pas m'embêter sur la gouvernance, me dire ce qu'il faut faire, etc. Et tout. C'est le trade-off, en fait. Et ça, voilà, nous, on a une solution faite pour ça. Très clair. Alors, j'ai l'impression du coup que votre produit, il est vraiment fait pour les fondateurs de startups ou de sociétés qui veulent onboarder des investisseurs très simplement, sans s'embêter avec de l'administratif et du legal, enfin du juridique. Et vous avez vraiment construit cet outil pour les fondateurs de startups aux US. Et comment, du coup, ça m'amène à la question, comment tu as eu cette idée? Je ne sais pas si tu étais en contact avec, entouré de plein de CEO qui justement voulaient faire investir plein de friends and family, comme on dit, donc des amis de la famille sur un projet, mais qui, légalement parlant, trouvaient que c'était pas assez simple en termes d'expérience utilisateur. Ouais, en fait, l'idée, déjà, c'est bien que tu dises qu'on est aux US, parce que c'est vrai que la plupart des founders aussi viennent nous voir parce qu'ils veulent avoir des investisseurs américains. D'accord ? C'est-à-dire que nous, mine de rien, on est une boîte US, on est expert en la loi des instruments financiers américaines, donc la securities law américaine. Et donc, si tu veux onboarder, si tu es fondateur et que tu veux onboarder des investisseurs américains, voilà, on est spécialiste de ça. Et on va le faire sans que, pour que tu puisses dormir sous tes deux oreilles, sans que la SEC vienne te toquer à ta porte un jour en disant raconte-moi là ce que tu as fait avec ces investisseurs américains qui sont sous notre juridiction. Donc, ouais, voilà, parce que alors, petit laïus là-dessus, c'est vrai que souvent, quand une société va lever des fonds, des premières choses qu'elle va demander, c'est est-ce que cet investisseur n'est pas ce qu'on appelle un US resident, donc un Américain, parce que c'est tout de suite beaucoup plus complexe en termes de législation. C'est pas complexe, mais il faut le faire, quoi. Et donc, c'est pour ça, nous, Fermit, on a fait tous les flows qui te permettent de les onboarder de manière complètement transparente, quoi. Mais oui, effectivement, il faut respecter les règles. Il y a des questions spécifiques à poser. Dans certains cas, il y a des documents à vérifier. Il y a un certain nombre de boss à checker qui sont importantes parce que, mine de rien, la SEC, alors je sais pas si l'AMF est très agressive en France, mais en tout cas, aux US, la SEC rigole pas. D'accord ? C'est-à-dire que c'est vraiment
Et d'ailleurs, nous, voilà, on a été audité 2 fois par la SEC. Et voilà, à chaque fois, ça s'est très bien passé parce que justement, nous, on fait en sorte d'être compliant et c'est vraiment notre North Star. Mais voilà, il y a un vrai, la SEC, c'est une vraie épée de Damoclès et il faut pas rigoler parce que c'est pas juste un régulateur qui dit attention, attention, si vous faites pas les choses bien, il se peut qu'un jour on vienne vous taper sur les doigts. Non, non, il tape sur les doigts et il se gêne pas pour le faire. Et donc c'est pour ça que quand on est founder, la dernière chose qu'on veut, c'est avoir des problèmes avec la SEC. Et nous, on fournit les flows justement qui permettent, voilà, tu peux onboarder des investisseurs internationaux, des investisseurs américains et le tout en dormant sur tes 2 oreilles. Ok. Oui, et pour venir du coup à la question initiale, comment tu as eu cette idée-là? Est-ce que c'est parce que tu as vu des entrepreneurs un peu galérer aux États-Unis pour lever des fonds? Alors c'est vraiment une convergence, c'est une convergence d'idées parce que c'est venu aussi de mon cofondateur, Joris. Donc Joris, au moment où on s'est rencontrés, donc moi je venais de la crypto. Moi, ça faisait longtemps que j'étais en crypto, donc j'avais vu passer, si tu veux, toute la vague ICO. Et j'étais investisseur à l'époque. Et en fait, j'étais un peu frustré. Donc justement, cette vague d'ICO, il y avait je veux dire, on va être clair, 99 des projets, c'était des scams. D'accord. Après, il y a des scams, les gens, des fois, ils étaient de bonne foi. Je dis pas que les gens étaient de mauvaise foi, mais l'incentive financière faisait que la plupart allaient tourner en scam. D'accord. Et donc, et à chaque fois que les gens venaient me pitcher, ils me disaient voilà notre token, et voilà pourquoi ce token n'est pas un instrument financier. C'était la première truc. Ils expliquaient pourquoi le token n'était pas une security ou un instrument financier. Et bon, et après ils allaient dans une tirade où clairement c'était un instrument financier. Je veux dire, c'était clair. Mais bon, voilà, c'était l'époque, c'était le Far West. Et moi, je t'ai dit, à un moment, il y a quand même quelqu'un qui va prendre ces tokens et qui va juste créer des meilleurs instruments financiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre ça et le transformer en 10 times better financial instrument, quoi, un instrument financier 10 fois meilleur. Et personne l'a fait. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, il est temps de me remettre dans l'arène. Et c'est ça un peu qui m'a motivé au départ. Et aussi la volonté d'ouvrir, si tu veux, le capital. Parce que mine de rien, ces ICO, moi, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui était bien, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont enrichis, tu vois, des gens qui normalement n'avaient pas accès à des instruments financiers qui sont les rois des instruments financiers. Je veux dire, quand tu parles d'actions de start-up, donc oui, les start-up ça se crache, mais c'est quand même l'instrument financier roi en termes de, si tu veux, construire de la richesse, d'accord, de la richesse personnelle. Et donc, et aujourd'hui, quand tu es un founder, oui, alors tu peux aller prendre de l'argent d'Angel, mais généralement, tu vas quand même aller voir les VC, parce que les VC, tu parles à une personne, il va t'investir un gros chèque, donc tu as quand même beaucoup d'incentives à dire, bon, j'adorerais en fait avoir plein de gens sur ma cap table, mais comme on disait tout à l'heure, en fait, ça va être des problèmes, il faut que je parle à beaucoup de gens, donc j'ai mieux fait d'aller parler à un VC, et il va me mettre un petit chèque de 2 millions ou d'1 million, et puis voilà, et puis j'avance, quoi. Et donc l'idée, c'était vraiment de rendre ce process de frictionless, en fait, d'onboarder des gens de ta communauté, des angels, que ce soit vraiment simple, que tu n'aies plus à te dire, ouais, mais si je fais ça, je vais me créer des problèmes dans le futur. D'accord? Et donc, c'est vraiment ce côté démocratiser l'accès. Et après, il y a Joris. Donc, Joris, lui, au moment où on s'est rencontrés, il était en train de créer, donc moi, j'étais en crypto, et lui, il était en train de créer une solution pour générer de la liquidité sur des SPV. Donc, tu vois, c'est-à-dire que si toi, tu es un investisseur dans un SPV, à un moment, peut-être que tu veux te marier, peut-être que tu veux une bagnole, peut-être que tu vas acheter un appart et tout, et tu aimerais bien vendre ta position dans ton SPV. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Sur le marché secondaire Sur le marché secondaire, voilà. Tu dis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait m'acheter ma position? J'ai investi dans Stripe. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait racheter ma position sur Stripe? Et ouais, il n'y a pas trop de solutions pour ça. Certainement pas, il n'y en avait certainement pas en 2018. Et donc, Joris, il travaillait sur une solution là-dessus. Et voilà. Et en fait, ça va de pair parce que le but, si tu veux ouvrir le capitalisme et ouvrir, je dirais, les actions aux gens, entre guillemets, aux petits investisseurs, il y a plusieurs barrières à lever. La première, c'est ce qu'on disait, c'est la barrière psychologique du founder. Se dire, je peux le faire sans que ça me crée des problèmes. D'accord? Et je suis content de le faire parce que, mine de rien, ces petits investisseurs, c'est autant d'ambassadeurs, etc. Donc, ça me fait plaisir. Mais je veux pas me créer de problème. Je veux pas que demain, il y a un VC qui me dit, oh là là, mais en fait, tu as plein d'investisseurs sur ta cap table, c'est l'enfer, etc. Donc, il y avait cette barrière à lever. La deuxième barrière à lever, ça c'est les next steps de Fermit, c'est en fait de permettre d'avoir de la liquidité. D'accord? Et quand on dit avoir de la liquidité, souvent les gens ils se disent, ouais, mais la liquidité, faut aller en bourse, etc. En fait, la liquidité qu'il faut apporter, c'est pas de la liquidité pour les VC. D'accord? Les gros investisseurs, parce que les gros investisseurs, ils sont armés pour ne pas avoir de liquidité.
D'accord? Ils savent, ils ont des fonds, ils ont un portfolio diversifié, ils savent que sur 10 investissements, il y en a 9 qui vont se planter, il y en a un qui va déchirer, c'est celui qui va déchirer qui vont faire leur performance. Ils sont armés pour ça. Toi, Gary, je ne sais pas si tu n'es probablement pas multimillionnaire. Je te souhaite que tu sois multimillionnaire, mais merci. Bientôt. Mais voilà, si tu investis, par exemple, si tu investis sur Fairmint, bon, bah, disons que tu mets 5 000 euros sur Fairmint. Bah, tu vas pas mettre 5 000 euros dans 20 boîtes. 5 000 euros x 20, ça fait 100 000. 100 000, bah voilà, à un moment, tu vas te marier, à un moment, tu vas avoir besoin d'argent et tout. Tu peux pas te dire, je vais bloquer ça pendant 10 ans, quoi. Ouais. Et donc, c'est important d'offrir des solutions pour débloquer la liquidité pour les petits investisseurs. Et nous, notre vision, c'est à partir du moment où si on arrive à changer ça et à fournir des solutions aux founders qui leur permettent de débloquer de la liquidité pour les petits investisseurs, tout d'un coup, tu changes la perception en fait que les investisseurs ont de l'asset class d'investir dans les startups. C'est plus le ticket de loterie, c'est ah non, bah avant Fairmint, j'avais peut-être 1% de chance d'être liquide sur mon investissement. J'avais peut-être 1% de chance de retrouver mon argent ou de faire de l'argent. Si demain on permet d'avoir de la liquidité de manière plus simple, bah peut-être que ce 1%, il va se transformer en 10%, peut-être en 20%. Et là, tout d'un coup, la catégorie d'actifs change. C'est-à-dire que tu vois, ça va amener beaucoup plus de gens à s'intéresser, à investir dans les startups, d'accord? Oui. Et t'as pas besoin de beaucoup d'argent. Quand tu parles de liquidité, tu vois, t'as pas besoin d'avoir des montagnes d'argent qui viennent sur le marché secondaire pour unlocker cette liquidité pour les petits investisseurs, d'accord? Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Et après, si tu offres de la liquidité sur les petits investisseurs, bah, il va y avoir un effet boule de neige, d'accord? Tu changes le marché, puis après, cette liquidité, elle va venir pour les investisseurs un peu plus gros, puis après un peu plus gros. Et in fine, tu vas permettre aux boîtes de faire une IPO on-chain, quoi. Nous, notre goal sera rempli le jour où tu as une boîte ultra successful qui dit, vous savez quoi, on va faire une IPO on-chain, et puis sur le on-chain network qu'on est en train de créer, seront plugués les Robinhood, seront plugués les Coinbase, seront plugués les Fidelity, et donc tu vas taper sur un pool de liquidity énorme, mais sur des rails on-chain. Et c'est très intéressant. Et donc ça veut dire que finalement, le modèle vers lequel vous convergez, c'est plutôt de recréer une bourse finalement? Alors là, on va rentrer dans les détails. Pas tant la bourse, mais les rails de la bourse. D'accord? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un organisme. Alors je crois qu'en France, en Europe, ça s'appelle Euroclear. L'équivalent, ça doit être Euroclear. Aux États-Unis, ça s'appelle la DTCC. C'est le Depository Trust and Clearing Corporation. La DTCC, personne n'en entend parler. D'accord? Mais bon, ça fait 2,2 milliards de revenus par an. Et en fait, c'est l'organisme centralisé qui permet le clearing et le settlement de tous les trades. Ça veut dire que le clearing, c'est quoi? Ça veut dire c'est l'organisme qui va faire que s'il y a quelqu'un qui vend une action sur Fidelity et qu'il y a un autre qui l'achète sur Robinhood, en fait, c'est cet organisme au centre qui va à un moment faire en sorte que les actions vont changer de main et que le cash va aussi changer de main et settle le truc, quoi. C'est une sorte d'agrégateur. Si tu veux, c'est le backbone, c'est la colonne vertébrale. Ouais, c'est l'infrastructure pour. Voilà, c'est vraiment l'infrastructure. Et en fait, nous, notre vision, c'est que cette infrastructure, en fait, on peut la mettre on-chain. Ça aurait des bénéfices énormes de la mettre on-chain. Si tu veux, aujourd'hui, sur le marché public des instruments financiers américains, une transaction, tu as 9 intermédiaires. 9 intermédiaires. Donc ça marche bien, d'accord? Mais c'est une infrastructure qui s'est construite dans les 50 dernières années, qui est ultra lourde. Et c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui aussi pour les boîtes de faire IPO. La barre est très haute, d'accord? Et en fait, on peut recréer ça on-chain et virer 90% des intermédiaires, d'accord? Ouais. Et donc, ouais, je dirais l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de créer la DTCC d'abord sur le marché privé, d'accord? Et pour avoir ce backbone qui permet justement des boîtes privées d'avoir un peu plus de liquidité. Et in fine, si tu arrives à faire ça sur le marché privé, naturellement, tu vas être tiré à le faire pour le marché public, quoi. Ok. Et donc, un entrepreneur qui va lever des fonds en utilisant Fairmint, est-ce que déjà, il n'y a pas de limite d'investisseurs? Ça, c'est la première question aussi. Est-ce qu'un investisseur doit investir un montant minimum? Et est-ce qu'un investisseur doit valider les investisseurs qui vont... un entrepreneur doit valider les investisseurs ou finalement n'importe qui peut rentrer, c'est un peu open bar, comme ça pourrait être le cas finalement sur un modèle boursier où n'importe qui finalement peut acheter une action? Alors, très bonne question. Donc non, tu es sur le marché privé. Donc sur le marché privé, il y a beaucoup de règles sur l'issuance, donc l'émission et le transfert d'actions sur le marché privé. D'accord?
Donc oui, tu vas devoir, la base, c'est déjà, il va falloir vérifier les investisseurs. D'accord? Et sur le marché public, ils sont vérifiés aussi. Hein. C'est-à-dire que sur Coinbase, tu t'es vérifié. Enfin, il y a pas de, ça n'existe pas de marché. Les actions, les investisseurs sont toujours vérifiés. Ah, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est quand même une histoire de permission où tu dois quand même valider, tu as ce pouvoir de valider telle personne ou telle personne. Voilà. Donc ça, nous, on fournit typiquement les outils. Donc on peut pas, légalement, on peut pas valider les mecs nous-mêmes parce qu'on n'est pas, on n'est pas accrédité pour le faire. Mais on fournit les outils qui vont faire que, voilà, à un moment, tu vas recevoir une notification Slack. Tiens, il y a Gary Beneza qui est venu. Il se trouve que on n'a pas su déterminer si on pouvait l'approuver automatiquement ou pas. Donc va voir et va l'approuver. C'est toi qui décides. Et donc ça, on fournit tous les outils. Donc ça, c'est le premier truc. Donc c'est ce qu'on appelle KYC, hein, Know Your Customer, et AML. On va vérifier aussi que Gary Benza, mine de rien, c'est pas un oligarque russe qui est en train d'essayer de blanchir de l'argent. Donc là, en gros, tu vas peut-être me demander une fiche de salaire, tu vas peut-être... Non, il y a des bases de données là-dessus. En fait, sur ce point-là, on utilise des bases de données, ça marche très bien. Il y a des outils très bien là-dessus. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, tu parles du nombre d'investisseurs. Ça, c'est très important aussi. Aux États-Unis, une boîte privée ne peut pas avoir plus de 2000 investisseurs. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu passes la barre des 2000, donc 2000 c'est beaucoup, hein. En France c'est beaucoup moins. Je sais plus c'est quoi mais j'ai 50 investisseurs en tête en France. Hein. Donc à moins que tu fasses du crowdfunding ou des choses comme ça. C'est plutôt 50 pour un SPV il me semble. Mais ouais, la barre est assez basse. Aux US c'est 2000 et dans ces 2000 pas plus de 500 non accredited investors. D'accord? Donc les investisseurs non accrédités c'est les Américains qui sont pas trop riches. D'accord? Ouais. Et donc voilà, faut respecter ces règles-là. Donc tu peux pas dépasser ces règles. Si tu les dépasses, tout d'un coup tu dois devenir une boîte publique. Donc là, bonjour, t'as intérêt à avoir les reins solides, d'accord. Donc voilà. Et après, la manière dont tu vas lever les fonds va dépendre en fait de l'exemption que tu vas utiliser. C'est-à-dire que la loi sur les instruments financiers aux États-Unis elle dit voilà, par défaut, tu dois, si tu veux émettre des actions et lever des fonds, t'es une boîte publique. Par défaut, t'es une boîte publique et donc tu dois register auprès de la SEC. Enfin voilà, tu dois tout un tralala. Et après, ils disent, mais il y a des exemptions. D'accord? Si, alors tu peux lever des fonds de manière plus simple, comme ça. Et donc, l'exemption la plus utilisée aux US, de très, 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 très loin, c'est ce qu'on appelle l'exemption 506D. D'accord? Reg D 506B or C. Donc, Reg D, ça veut dire que dans le code, dans les securities law, à un moment, ça dit, voilà, si tu ne lèves que auprès d'accredited investors que tu connais déjà, donc tu fais pas de sollicitation, alors tu peux utiliser cette exemption et cette exemption te permet de lever des fonds de manière très simple, d'accord? Et donc ça c'est ce que 99% des startups utilisent aujourd'hui. C'est un private placement, c'est un placement privé, et donc tu vas envoyer de manière, tu vas pas spammer les gens, d'accord? Tu vas dire, tu vas contacter un investisseur, tu dis tiens, est-ce que ça te dirait d'investir? Tu le connaissais déjà, et puis il va dire ouais, tu vas investir, tu lui envoies un lien. Lui, il va dire dans le flow qu'on propose, il va certifier qu'il est un accredited investor. Et après, voilà, t'as pas besoin de discloser en termes d'informations, rien du tout. Enfin, tu discloses ce que tu veux. C'est très très simple, d'accord. Donc ça c'est Reg D 506B. Et ensuite, tu as une nouveauté qu'on a beaucoup utilisée sur Fairmint, qui est Reg D 506C, qui est une variation en fait de ça, qui te dit, tu peux aussi faire ce qu'ils appellent la general solicitation. Donc publier sur Twitter, sur LinkedIn que tu lèves des fonds et inviter les gens à venir investir. Donc ça, c'est spécifique aux US, d'accord? Moi, je trouve que c'est une super règle. La seule condition, c'est que cette fois-ci, tu vas devoir proactivement vérifier que les gens sont accrédités. Ils ne peuvent pas juste dire s'auto-certifier, ouais, c'est bon, je suis accrédité. Donc en gros, tu dois leur demander un courrier de leur comptable ou de leur avocat qui va dire oui, monsieur Tartampion remplit les critères, il est accrédité. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais c'est quoi? C'est par exemple, tu gagnes plus de 200 000 $ par an. Alors, c'est plus ça, hein, mais ou tu as plus de 2 millions de patrimoine en dollars, ce genre de choses. Ouais, donc ça dépend si tu es marié, si tu n'es pas marié, etc. Mais grosso modo, ouais, c'est ça. Tu gagnes plus, soit tu as un salaire qui est supérieur à 200 000 $ par an, ou plus de 300 000 si tu es marié, et ou tu as plus de 1 million de dollars de patrimoine en excluant ta résidence principale. Et grosso modo, c'est ça. Si tu as ça, tu es considéré accredited investor. Et donc voilà, donc 506C te permet de faire ça. Et donc nous, pareil, on a les flows. Si tu veux faire ce qu'on appelle, c'est une offre general solicitation, on te permet de faire ça avec, cette fois-ci, le flow change et va demander justement
ça va immédiatement envoyer un lien au comptable ou au lawyer. Le lawyer va pouvoir uploader la lettre, tout de manière à ce que ce soit pas toi le founder qui ait besoin de faire ce travail et que toi à la fin tu dis ok c'est bon et le mec peut investir. Ok, et c'est donc intéressant, c'est-à-dire qu'en tant que fondateur, tu peux lever auprès de gens que tu ne connais pas pour élargir ton cercle d'investisseurs. Et ça, tu parlais juste pour finir, donc ça c'est pour les Américains, ça c'est vraiment les règles pour les Américains. Pour les non-américains, alors là c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que la SEC dit c'était pas américain, je m'en fiche. Donc c'est-à-dire que si disons que tu es une boîte US et que tu veux lever auprès de Français, tu peux le faire, d'accord. La SEC, ça s'appelle c'est règle S cette fois-ci, ça veut dire c'est hors ma juridiction. Donc la SEC n'a rien à voir. Tu peux lever des fonds auprès de Français. Après, il faut faire attention, c'est-à-dire que si tu commences à placarder des trucs dans le métro pour lever des fonds, c'est l'AMF cette fois-ci qui va venir toquer à ta porte en disant explique-moi ce que tu es en train de faire, d'accord. Donc, mais voilà, la règle c'est ça. Et après, tu as d'autres exemptions. Il y a plein d'exemptions, d'accord. Tu as des exemptions où tu peux lever beaucoup plus d'argent, mais les exemptions que je viens de donner, la règle 506B et 506C, c'est de loin les plus utilisées. Ok, très clair. Et tu parlais d'ailleurs de mécanismes on-chain, et là c'est intéressant de faire le lien avec la blockchain. Donc est-ce que vous, l'architecture, elle va être sur la blockchain, et si oui, pour quelles raisons En fait c'est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, tous les assets sont en train de bouger on-chain. D'accord, ça a commencé avec le cash, ensuite tu as les, je perds le mot français, mais digital commodities. Tous les tokens qu'on connaît là. Je sais pas comment on dit commodities en français. C'est une bonne question, la traduction littérale de commodities. Bon, les trucs comme le café et le machin, mais c'est au digital. Les matières premières, pardon, ouais, aux matières premières. Bon, mais voilà, tous les tokens qu'on connaît aujourd'hui, qui sont qui trade sur Uniswap, etc. C'est des digital commodities. Mais il y a un asset class qui n'est pas encore arrivé on chain. C'est l'equity. Et la raison, c'est que l'equity, en fait, il vit sur des cap tables, d'accord. Et ces cap tables aujourd'hui, elles sont dans des bases de données privées, quoi. D'accord, elles sont pas on-chain, elles sont sur des bases de données privées. Donc, c'est facile d'émettre de l'equity, ou en tout cas une représentation de l'equity on-chain, mais le jour où tu veux faire bouger, tu vois, si tu veux transférer cette equity on-chain, c'est extrêmement compliqué parce que tu dois t'interfacer avec le monde off-chain. Donc, en fait, tu perds tous les avantages d'avoir mis de l'equity on-chain parce qu'in fine, tu dois quand même aller voir justement ton transfer agent, ton manager de cap table, tous ces mecs-là, ils sont off-chain. Donc tu n'as aucun avantage à avoir mis ton equity on-chain. Pour la raison suivante, c'est qu'en fait, il n'y a pas de standard auquel tout le monde s'est conformé. C'est-à-dire que s'il y avait un standard auquel tout le monde s'était conformé, ce serait beaucoup plus simple, effectivement, pour qu'il y ait une interopérabilité de la donnée, je dirais. Ça, et puis le business, c'est le business, c'est-à-dire que des boîtes comme Carta, leur but, c'est de capturer, mais de prendre et de capturer au sens prendre en otage, d'accord. Carta, c'est un de nos concurrents, hein. Ouais, Carta, c'est le plus gros, c'est le plus gros logiciel de management de cap table. Et eux, en fait, ils capturent ton equity, ils disent, on va simplifier, utilise pas Excel, viens chez nous, on va enregistrer, en fait, toutes tes transactions, ton equity, ta cap table, etc. Mais en échange, tu vas nous payer entre 10 et 50 000 $ par an. D'accord. Et le truc, c'est que si tu veux partir de Carta, donc déjà, c'est très difficile d'exporter ta cap table de Carta, et le jour où tu pars, ils effacent ta cap table. Ils l'effacent. D'accord. Mais après, tu dois tout reissue, c'est un gros bordel. Donc, et donc là, il y a une frustration, aux US, il y a une frustration énorme. Les founders, ils en ont marre. Ils se disent, attends, ma cap table, grosso modo, je me log sur Carta. Allez, si je me log une fois dans l'année, c'est la fin du monde. D'accord. Je paye 10 000 $ tous les ans pour un truc que j'utilise à peine. Et puis les mecs sont ultra agressifs. D'accord. Ils essayent de top sell, plein de trucs, etc. Et tout. Donc il y a un vrai ras-le-bol. Et donc donc c'est pour ça aussi que ça n'existe pas. C'est parce qu'aujourd'hui, il y avait cette volonté de vendor lock-in, tu vois, vraiment de capturer, de dire je vais construire mon business en capturant l'equity des boîtes. D'accord. Et mon business, c'est le fait d'avoir l'equity. Et nous, on fait l'inverse de ça. D'accord. Nous, l'idée, c'est de dire on va ouvrir tout ça le plus possible. On va être aussi open, aussi standard que possible. Ta cap table, tu peux l'exporter dans un format standard en 2 clics. Parce qu'il y a aussi ça, on n'a pas parlé, c'est des détails, mais aux US, il y a une coalition qui s'est formée. C'est tous les top tier avocats en instruments financiers aux US, ils se sont regroupés et ils se sont dit quand même, ce serait quand même l'heure de créer le premier format open source standard pour représenter la cap table. D'accord. Et donc nous, on fait partie de ce groupe-là. Donc dedans, tu as les Oric, les Cooley, les Fenwick, les Gunderson, tous les gros cabinets. Et en fait, on a réalisé le premier format open source standard de cap table. Et nous, en fait, on a pris ce format-là qu'on a apporté on-chain. D'accord. Et donc donc c'est exactement ce que tu dis. C'est maintenant, tout le marché de la cap table, il est en train de se commoditiser à mort.
d'accord? Hmm. C'est pour ça que Carta, ils sont agressifs, parce qu'ils voient bien que là, ils n'arrivent plus. Ils ont une pression sur leur marge qui est très très forte. Et c'est pour ça que nous, on a mis notre produit de cap table gratuit. C'est simple, voilà, cap table, c'est une feature. C'est une feature, c'est pas pour ça, c'est pas la valeur que les gens viennent acheter, quoi. Il y a peu de valeur sur ta cap table. Ok, hyper intéressant. Et d'ailleurs, enfin, ce format-là, ce nouveau standard, je sais pas, il est créé en collaboration, on va dire, avec la SEC, donc qui est l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, Alors non, parce que pour l'instant, les cap tables, c'est très sur le. Alors il y a des acteurs, des transfer agents qui font du marché public, mais les cap tables, c'est un concept aujourd'hui très privé. Alors bon, vraiment, tu me pousses dans mes retranchements là, mais parce que la manière. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est l'histoire des instruments financiers sur le marché américain. C'est-à-dire qu'au début, si tu veux, tes shares, c'était des bouts de papier, d'accord? Attends, j'ai pas de bout de papier là, mais tu as un certificat, d'accord? Si tu es en 1960, si tu as des shares de General Motors, tu as un joli bout de papier qui dit Gary Beneza est le holder de 100 shares de General Motors, d'accord? Ouais. Si tu veux les vendre en 1960, eh ben, il faut que ce bout de papier, il bouge à l'acheteur, d'accord? Et donc, c'est un énorme bazar. Donc, tu as des coursiers à New York, imagine New York, tu as des coursiers dans tous les sens, d'accord? Qui sont là pour faire bouger les actions, d'accord? Et donc, à un moment, il y a commencé à avoir tellement de volume que le système s'est complètement bloqué. D'accord? Ils appellent ça le paper crisis, en 1960. Et ils étaient obligés d'arrêter la bourse. D'accord? Pendant 4 jours, ils étaient obligés d'épurger le backlog de tous ces transferts, parce qu'il y a plein de transferts qui foiraient, etc. Et tout. Et donc, à un moment, ils se sont dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Et la solution qu'ils ont amenée, c'était de dire, on va immobiliser ces papiers. Donc, on va créer ce qui deviendra plus tard la DTCC, d'accord? L'organisme comme ça. Et en fait, cet organisme, si la boîte, elle est cotée en bourse, eh ben, c'est lui qui va être le holder de toutes ces actions. Donc, c'est pour ça, si tu regardes techniquement, toutes les actions aujourd'hui des boîtes cotées en bourse américaines, elles sont détenues par une boîte qui s'appelle CD & Co. CD & Co, c'est une filiale de la DTCC. Et c'est vraiment le custodian des actions cotées. Et donc, tout d'un coup, t'as lui, la DTCC, qui a toutes les actions, en tout cas, qui est le représentant légal de toutes les actions. Et après, c'est la DTCC qui a une base de données qui dit, OK, bah, dans toutes ces actions, alors, il y en a telle partie qui est chez Robinhood, il y en a telle partie qui est chez Fidelity, il y en a telle partie qui est chez Schwab. Et après, c'est Robinhood qui, lui, a 100 000 actions, je dis n'importe quoi, de General Motors. Il sait que Gary, sur les 100 000, il en a 2, etc. Donc, c'est comme ça que le système marche aujourd'hui. Hyper intéressant parce que d'ailleurs, enfin, c'est vrai que ça représente quand même une grosse menace en termes de sécurité. Tu dis demain si la DTCC se fait hacker, c'est un peu la fin du. Alors, bon, après, j'imagine que ça n'arrivera jamais parce qu'il y a beaucoup de moyens. Il y a des records, etc. Ouais, voilà. C'est la beauté de l'equity, c'est que c'est pas comme les tokens. Si tu les paumes, tu vas les retrouver. Mais donc voilà, donc ça marche comme ça. Et donc c'est pour ça que le concept de cap table, si tu veux, est peu présent sur le marché public. Parce que en fait, tu as juste une entité qui détient toutes les shares. D'accord? Et donc, ouais, donc pour revenir, donc là, c'est sur le marché privé. Tous ces avocats, ils disent, quand on fait des opérations entre nous, on s'échange tous des Excel qui ont des formats différents, qui utilisent des termes différents et tout, c'est un enfer. Donc, mettons-nous au clair sur comment on représente une cap table d'une boîte. Et maintenant, on va tous utiliser ça. Et voilà, c'est ça le principe. Ça marche. Et j'imagine que vous travaillez avec quand même pas mal de boîtes crypto pour les aider à lever des fonds. Alors ouais, les boîtes crypto nous aiment beaucoup, naturellement, même si donc nous on met pas trop en avant le fait que on est une boîte crypto. Si tu vas sur fermi.com, on voit pas le mot crypto, tu vois pas le mot on-chain, c'est parce que c'est pas la valeur qu'on vend, d'accord? Je veux dire, personne s'en fout en fait que les choses soient on-chain, ça apporte des bénéfices. Et donc on vient d'avoir les bénéfices, mais on dit pas nous on tourne sur AWS, on tourne sous Google Cloud, quoi. Mais les boîtes crypto, nous aiment bien parce que généralement, les boîtes crypto, c'est des boîtes qui adorent avoir plein d'headshots. Donc déjà de base, philosophiquement, on a une proposition de valeur qui résonne chez eux. Et deuxièmement, comme on est on-chain et que ça c'est, nous, on a tous les flows pour investir en stablecoin. Tu peux voir tes positions dans ton wallet, etc. Enfin, si tu es en crypto, on est la solution la plus crypto-friendly qui existe quand il s'agit de faire des investissements. Donc ouais, on a beaucoup de boîtes crypto qui nous utilisent pour lever leurs fonds. Ok. Et d'ailleurs, vous bossez que avec des boîtes américaines ou même des boîtes étrangères qui veulent lever des fonds aux US Alors, on commence à faire des boîtes étrangères. On commence à faire des boîtes étrangères. C'est 90% aujourd'hui, c'est des boîtes américaines. Caïman, on sait très bien faire parce que Caïman, c'est très très proche des boîtes américaines.
Non, mais après, voilà, on commence à faire des boîtes, des boîtes suisses, des boîtes israéliennes, des boîtes singapouriennes. Voilà, on s'ouvre, c'est en fait, on fait à la demande des clients, d'accord? Mais de toute façon, le format de Captable, il est assez international. Donc ça on sait gérer. Après, c'est vraiment une question de régulation. C'est-à-dire que nous, les régulations qu'on connaît les mieux, c'est quand même la régulation américaine. C'est Mhm. pour ça que les clients internationaux qu'on a, c'est des clients dont si tu veux, le point commun, le dénominateur commun, c'est ils veulent onboarder des investisseurs américains. Et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Ok, très clair. Et une dernière question, c'est est-ce que tu peux donner un peu enfin, en gros, le marché américain, comment il se présente? C'est vrai que comme la SEC, surtout sur la partie crypto, peut être encore très euh, punitive dans ses décisions. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que selon la juridiction que tu vas choisir aux États-Unis, ça va être différent ou peu importe, vous adaptez à toutes les juridictions américaines? Ouais, on a une chance aux États-Unis, c'est mine de rien, on va dire la plupart toutes les securities laws sont au niveau fédéral. Mhm. D'accord. Donc c'est pas fédéral, ça veut dire que ça couvre, c'est décidé à Washington par le Congrès et ça couvre l'ensemble des États. Donc il y a certaines lois État par État, mais c'est plus au niveau du reporting, au niveau du fundraising, tout est décidé. Tu vois toutes les exemptions dont on parlait tout à l'heure, etc. Ça c'est des exemptions qui sont fédérales. D'accord. Donc en fait on s'en fiche de l'État dans lequel tu es. Tu peux être dans n'importe quel État. Il y a des différences, mais elles vont vraiment être à la marge. Donc de notre côté, ouais, on s'est bossé avec des boîtes dans n'importe quel État. Ouais. Ok, très clair. Bah, très cool. Et une dernière question, c'est finalement, ouais, c'est quoi votre vision? Qu'est-ce que avec Fairmint, c'est vraiment de devenir cette nouvelle infrastructure pour échanger, j'allais dire ouais, de l'equity, mais de façon, on va dire pas permissionless, mais en tout cas rendre beaucoup plus beaucoup plus liquide en fait Voilà. ce marché, on va dire de la PME, des boîtes non cotées en fait au Nasdaq, au Dow Jones, etc. Ouais, donc bah, ouais, ce sera jamais permissionless. L'equity, ce sera jamais Bien permissionless. sûr. Ce monde-là n'arrivera jamais. Mais oui, le but de Fairmint, c'est comme on dit en anglais, c'est de make equity move. D'accord. Et donc aujourd'hui, l'equity, c'est très difficile de transférer de l'equity pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant et surtout, voilà, il y a plein d'intermédiaires. L'equity, elle vit dans des silos, d'accord, qui sont fermés, il n'y a pas d'interopérabilité. Donc nous, si tu veux, si je devais prendre une image, notre but, c'est vraiment de permettre à n'importe quel issuer d'émettre sa captable d'une manière complètement standard on-chain, d'accord. Et ensuite, c'est sa captable, elle n'est pas prisonnière c'est sa captable. Et ensuite, il permet à des vendeurs, d'accord, des boîtes, n'importe quelle boîte dont il a besoin, de venir se plugger sur sa captable. Et ça reste sa captable. Et donc là, tu permets une full interopérabilité. Et, euh, et donc ouais, donc ça c'est vraiment la vision. Et donc ça c'est ce qu'on appelle la DTCC on-chain, d'accord. C'est le fait de créer ce backbone pour l'equity qui permettent justement d'ouvrir la liquidité. Alors faut pas, quand on dit liquidité, faut pas se dire ah tout d'un coup le truc va trader à mort, d'accord. Tu Ouais. restes sur du marché privé, il y a des règles, etc. Mais c'est ce qu'on disait. Tu vois, déjà avoir des solutions de liquidité, imagine. Donc là, j'imagine l'auteur c'est crypto, donc je peux prendre un exemple crypto. Mais imagine, voilà, tu es une boîte, ça commence à marcher. Et puis tu te dis, bon, bah, ça y est, tu commences à avoir tes premiers angels là. Ils commencent à t'envoyer des mails. Est-ce que je pourrais vendre mes actions? Là, j'ai besoin pour ci, pour ça et tout. Et donc, imagine si toi, tu étais founder et en 2 clics, tu vas dire, bah, écoutez, pas de problème, je vais créer un marché secondaire. Ce marché secondaire, imagine, c'est un AMM, d'accord. Donc, imagine une sorte de Uniswap, mais Uniswap avec un prix fixe. D'accord. Le prix est décidé par le founder et par son board. Hmm. D'accord. Et il va dire, et tout d'un coup, le founder va dire bah, écoutez, j'ai setup en 2 clics là. Si vous voulez vendre, si vous êtes vendeur de vos actions, on a mis des règles avec le board. Donc n'importe quel investisseur va pouvoir vendre un maximum de X shares au prix de X. Si ça vous intéresse, vous ouvrez votre wallet, vous pledgez vos shares, vous allez mettre vos shares ce smart contract. On fera trouver un terme. J'imagine qu'il ne dira pas ça de smart contract, mais vous irez mettre vos shares dans ce smart contract. Et n'importe quel acheteur que nous, on va vêter en tant que board et boîte, pourra venir de manière continue, quand ils le veulent, venir acheter ces shares de manière ultra simple. Quoi. Donc en fait, tu permets en mettant l'equity on-chain, tout d'un coup, toutes les primitives qu'on connaît aujourd'hui sur DeFi, et ben, en fait, Mhm. tu peux les adapter et créer des trucs qui sont uniques en fait. Ouais. Et qui théoriquement en fait pourraient marcher dans le monde actuel, le monde off-chain, mais ce serait un tel bordel que personne ne le fait parce que ça vaut pas le coup. Alors que tout d'un coup, si c'est on-chain,
et ben toutes les idées les plus farfelues que tu peux avoir en termes de fournir de la liquidité, etc. Et ben tu peux les implémenter, tu peux les tester, et donc ça ouvre un design space, comme on dit, énorme avoir des différents liquidity programmes pour les founders qui vont permettre, qui va pouvoir utiliser, leverager pour le bien de sa boîte, in fine. Hein. Ouais, complètement. Bah, Thibaut, génial, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour le mot de la fin Non, mais écoute, on est allé très deep. C'était un Ouais, rabbit hole. Si vous yes. voulez savoir comment le marché, comment ça se passe under the hood sur le marché des actions. Ouais, mais c'est fascinant. C'est un marché fascinant et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et là peut-être sur le mot de la fin, on parlait tout à l'heure des ICO et je pense que ça c'est un truc vu que l'audience est crypto. Euh, J'adore les ICO, d'accord, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui regardez sur Twitter qui disent ah il faut ramener les ICO parce qu'aujourd'hui il y a que les VC qui font de l'argent, les VC investissent et in fine quand il y a le token il arrive avec une valuation fully diluted de 10 millions, donc grosso modo on s'est fait rincer et puis on n'a plus d'upside, ce qui est totalement vrai. Et donc là-dessus les gens disent ouais il faut ramener les ICO. Mais le problème, c'est que les ICO, quand on entend ICO, les gens, ils entendent liquidité rapide. D'accord. Ouais. On ne participe pas à une ICO pour peut-être dans 10 ans avoir des tokens. On participe à une ICO pour avoir des tokens tout de suite. Et on est prêt à tolérer peut-être d'attendre un an, mais déjà, au bout d'un an, les tokens nous brûlent les doigts et on veut pouvoir les vendre. Quoi. Ouais. Et ça, je pense que en fait, ça ne reviendra pas. Ça n'existera pas parce que tout simplement, les incentives sont pas bonnes. Et on l'a vu. C'est-à-dire qu'on l'a vu en 2017, en 2018. C'est-à-dire que pour, allez, 10 projets qui ont fait des trucs super cool, donc des makers, des Gnosis, des Synthetix, des Aragon, où là le founder, même s'il avait la possibilité de vendre, même s'il avait la possibilité de s'enrichir aux dépens d'investisseurs, et ben il l'a pas fait parce qu'il avait des valeurs, il avait une vision et son but c'est de construire. Il y a des gens comme ça, heureusement. Mais pour une poignée de projets qui a fait ça, il y a eu 10 000 projets qui ont été des scams, volontaires ou involontaires, mais qui, grosso modo, où les investisseurs ont tout perdu. Et parce que c'est un problème d'incentive. C'est un problème d'incentive. On ne peut pas demander à des founders de créer la dernière merveille du monde et de s'engager à builder des trucs pendant 10 ans si ils ont la capacité de vendre tout de suite leur ownership dans le projet à des valorisations qui sont très élevées. Tout le monde est humain, ça demande un pouvoir de volonté et de valeur incroyable pour continuer à grinder et à construire, alors que on pourrait cliquer sur un bouton et devenir ultra riche et juste aller siroter des trucs aux Bahamas, d'accord. Et donc c'est pour ça, moi, ma position c'est l'ICO. Je pense que la bonne manière de faire les choses, c'est ce qu'on fait avec Fermit en fait. Donc c'est pas des ICO, mais c'est donner la possibilité aux founders d'avoir la progressive liquidity, les outils qui permettent d'augmenter la liquidité au fur et à mesure. Au début, très peu de liquidité, très contrôlé par le founder, et puis plus ça va, plus la boîte elle avance, plus il y a de la pression à l'achat, d'accord. Et donc plus le founder va être capable d'ouvrir et d'open up un peu les options de liquidité pour in fine aller public et avoir full liquidité. Mais voilà, je pense que c'est ça. Et si vous cherchez les ICO, faut aller pump.fun quoi. Pump.fun, c'est la machine ultime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas celui qui crée un meme coin sur pump.fun, il vous dit pas on va créer une chaîne télé, on va créer une brand et puis dans 10 ans vous allez voir, non, il crée le token. Celui qui crée le token est lui-même un trader, c'est-à-dire que s'il veut en profiter, il doit lui-même acheter sur son token. Et voilà. Donc après, il y a plein de scams, etc. Et tout, mais mine de rien, je pense que c'est l'ICO ultime, c'est pump.fun. Et les gens adorent parce que c'est mine de rien, je pense que mathématiquement, il y a l'expérience mathématique de faire de l'argent sur Pump.fun est supérieure à celle de faire de l'argent en achetant des billets à l'euro million. Donc, et puis c'est plus rigolo. Ouais. Mais voilà, mais il faut pas demander Pump.fun va pas créer des boîtes. Il n'y a pas des boîtes qui vont derrière des projets, il va y avoir des équipes, etc. de gens qui vont créer des trucs, qui vont s'engager sur 50, 10 ans. Voilà. Non, complètement d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, sur la partie ICO, c'est vrai que
je pense qu'à un moment donné, il faut faire un choix, effectivement. Est-ce que tu as envie d'avoir de l'incentive, on va dire, à court terme, ou tu es prêt à attendre? Ça, c'est un vrai sujet. Et toi, tu penses qu'effectivement, il va y avoir de moins en moins ici? Parce que un autre sujet, je pense, c'est la liquidité que tu en as parlé. C'est crucial pour un projet. C'est vrai que si tu libères trop de liquidité d'un coup et que ça exerce une pression vendeuse, ça peut tout simplement tuer un projet. Donc, c'est vrai que la maîtrise de la liquidité est hyper importante. Et c'est vrai que, en tant que founder, justement, gérer cette liquidité, c'est crucial. Bah, tu vois, là, nous, la plupart des boîtes crypto qui lèvent sur Fairmint, elles lèvent avec généralement un SAFE, donc c'est un instrument financier d'equity, et un token warrant. D'accord, c'est le standard aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les deux rapidement? Ouais, bah, le SAFE, c'est un Simple Agreement for Future Equity. C'est-à-dire que le SAFE, c'est. Donc, moi, je suis fondateur, j'ai ma boîte. D'accord, et ben, mon but, c'est à un moment d'émettre un token. D'accord, donc ce que je vais vendre dans mon fundraising, c'est que je vais vendre deux choses. Je vais vendre un SAFE. Donc, le SAFE, ça va donner un droit, celui qui va investir, d'avoir de l'equity le jour où il y aura un gros investisseur qui rentrera, si je simplifie. D'accord, donc, ça, c'est pour la partie equity. Mais après, comme je sais que la boîte, elle va émettre un token, en tant qu'investisseur, j'ai aussi envie d'avoir un droit sur les futurs tokens. Et donc, ça, c'est le token warrant. Donc, le token warrant, il dit, bah voilà, le jour où la boîte décidera d'émettre des tokens, tu auras le droit d'avoir telle fraction calculée de cette manière-là des tokens. Et donc, voilà, et moi, je pense que le moyen de répondre à la frustration des gens, de se dire aujourd'hui, c'est que les VC qui se gavent en arrivant très tôt et en vendant rapidement à des valos extrêmement élevés, bah, c'est juste d'ouvrir ce process initial. Et donc, voilà, nous, c'est pour ça qu'on veut permettre aux boîtes d'avoir autant d'angels qu'ils veulent. Mine de rien, si tu es une boîte US, tu peux avoir jusqu'à 2000 personnes. 2000, c'est beaucoup. Hein. C'est ouais, bien beaucoup, sûr. Hein. Si tu as une communauté de 2000 personnes, c'est déjà extrêmement fort. Aujourd'hui, de mémoire, la boîte qui a la plus grosse communauté sur Fairmint, il doit avoir 750 personnes, un truc comme ça. C'est énorme, d'accord. Donc tu as de la place. Tu as de la place et si on rend ce process de dire, ben voilà, je peux ouvrir, et en plus tu le cumules avec un Reg 506C, comme on disait, où tu peux faire une General Solicitation, d'accord, et tu peux aller sur ton Discord, sur ton Twitter, sur ton et dire, hey, les gars, ça y est, on se lance, vous pouvez investir, et ça va être simple et géré. Ben voilà, et comme ça vous investissez à des valos qui sont pas dégueulasses, et le jour où il y aura un token, vous aurez les tokens, vous serez à la même place que le VC, et c'est plus fair. Ok, non, très cool. Thibaut, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Ça marche. Bah, écoute, c'était un grand plaisir, mais ouais, on est allé deep. On est allé deep dans les securities law, etc. pour les nerds qui aiment ça, c'était pas très token, action, mais c'est important de voir la différence, je pense. Complètement. De comprendre les différences. Complètement. Merci à toi.